Ferrari est l'une des marques de voitures les plus luxueuses et emblématiques au monde, avec une valeur estimée à environ 85 milliards de dollars. Mais derrière ses designs élégants et ses vitesses incroyables, la boîte a été créée par un gamin qui a grandi dans une famille de forgerons, sans éducation formelle, et qui s'est même fait recaler pour bosser dans une usine de voitures. À l'adolescence, il a perdu son père et son frère, et sans un sou ni contact, il a failli se retrouver à la rue à Turin, tout ça en poursuivant son rêve de devenir pilote de course. Saviez-vous que sa quête acharnée allait le mener à créer l'équipe de course la plus dominante du sport automobile et, ce faisant, donner naissance à l'un des constructeurs automobiles les plus fascinants au monde? Voici l'incroyable histoire vraie d'Enzo Ferrari et de la légendaire marque qui porte son nom, Ferrari. Enzo Ferrari est né en 1898 dans la vieille ville de Modène, dans le nord de l'Italie. Alors que l'Italie galérait à cause de la pauvreté liée à l'instabilité du pays, le père d'Enzo réussissait à tenir une forge florissante. Même si cet argent permettait à la famille de vivre confortablement, Enzo avait vite compris que forger n'était pas le métier qu'il voulait faire. Pendant son enfance, la famille Ferrari faisait partie des rares à posséder un petit buton mort. Et ça a vraiment éveillé la fascination du jeune Enzo pour les voitures. Son intérêt a encore grandi quand, à 10 ans, son père l'a emmené avec son grand frère Dino voir leur toute première course, le Circuito d'Alona de 1908. À cette époque, les voitures étaient encore une nouveauté en Europe, et les courses étaient extrêmement dangereux. Les pilotes s'affrontaient sur des routes en terre avec peu ou pas de barrières et quasiment aucun équipement de sécurité, ce qui rendait les accidents mortels fréquents. Malgré ces risques, Enzo a tout de suite su que c'était exactement ce qu'il voulait faire de sa vie. Il voulait devenir pilote de course. Ses rêves ont cependant été brutalement interrompus en avril 1915, quand l'Italie est entrée dans la Première Guerre mondiale. Dio s'est engagé dans l'armée et Enzo a dû retrousser ses manches pour aider son père à l'atelier. Malheureusement, son père a attrapé une pneumonie. Quelques jours plus tard, il est mort en 1916. Avec 8 partis, l'affaire est tombée à l'abandon. Et pour couronner le tout, Donna est morte la même année, d'une maladie attrapée sur le front. À seulement 18 ans, la vie tranquille d'Enzo s'était envolée. Sans job, sans un sou, et complètement seul, il a pris des petits boulots pour survivre jusqu'à ce qu'il soit appelé sous les drapeaux en 1917, où on lui a demandé de ferrer des mules par un froid de gueux. Peu après, Enzo est tombé gravement malade à cause d'une pandémie qui faisait des dizaines de morts. Des millions à l'époque, la grippe espagnole. Heureusement, son hospitalisation rapide lui a permis de s'en sortir. Après la fin de la guerre, Ferrari est rentré chez lui au plus bas de sa vie. Hanté par la guerre et la perte de sa famille, il était bien décidé à se reconstruire et à suivre ses rêves pour fuir cette réalité dure. Alors il est parti pour Turin, le cœur de l'industrie automobile italienne, avec un seul objectif en tête, devenir pilote de course. Arrivé à Turin, avec une lettre de recommandation de l'armée, Enzo. Il est allé voir Fiat, l'une des plus grandes boîtes d'auto en Italie, pour demander du boulot. Mais Fiat l'a recalé. Du coup, Enzo a dû compter sur ses petites économies et aérer un peu partout avant de finalement trouver un job dans un petit garage. Là-bas, il transformait surtout des camions de guerre en voitures pour passagers. Même si Enzo a appris à se débrouiller en mécanique, il se sentait pas vraiment épanoui. Heureusement, il allait bientôt rencontrer un pote qui allait changer sa vie. Ugo Sivosci, un ancien cycliste. Coureur devenu dans l'industrie auto. Ugo a présenté Enzo à un nouveau constructeur à Milan, CMN, où Enzo a été embauché comme pilote d'essai et livreur. Même si CMN était une boîte assez petite, il fabriquait un truc que Ferrari voulait à tout prix, des voitures de course. Après plusieurs mois, Enzo a mis toutes ses économies pour s'acheter une bagnole. En 1919, à 21 ans, il a eu sa première voiture de course, une CMN modèle 1520. Rapidement, il a fait ses débuts au Parma Pogo de Burchetto, affrontant certains des meilleurs pilotes. Des pilotes en Italie conduisant des Fiat, Opel, Bugatti et Alfa Romeo. Malgré sa voiture un peu dépassée, Enzo a réussi à décrocher une super 4e place dans la catégorie 3 litres et la 11e au classement général. Encouragé par ce bon début, il s'est vite lancé dans l'une des courses les plus populaires et dangereuses d'Italie, la Targa Florio. Malheureusement, des pannes mécaniques combinées à une forte pluie et de la neige ont conduit Ferrari à finir dernier, décevant. Frustré, il a décidé d'échanger sa voiture contre une plus puissante, une Iso Frischini de 1913. L'année suivante, Enzo est retourné au Parma Pogo d'Irto et a réussi à décrocher la 2e place dans la catégorie 7 litres, et la 3e au classement général.
Ce résultat a vite fait monter Enzo en réputation en tant que pilote amateur. Mais son gros problème, c'était le manque d'argent, parce que la course automobile, ça a toujours été un sport dominé par les riches qui pouvaient se payer les bolides les plus récents et les plus performants. Pourtant, grâce à sa notoriété grandissante, Enzo a pu approcher Alfa Romeo pour négocier l'achat de leur dernier et plus rapide modèle Alfa Romeo G1. Malheureusement, sa commande a été retardée, et au final, Enzo n'a jamais reçu la voiture qu'il voulait à cause de plusieurs problèmes liés à la production du modèle. À la place, on lui a proposé un autre deal qui allait changer sa vie pour toujours. En 1920, Alfa Romeo a offert à Ferrari une place dans leur prestigieuse équipe de course, ce que Enzo a accepté avec enthousiasme. Presque du jour au lendemain, Ferrari est passé de la conduite de voitures dépassées à la compétition aux côtés de pilotes légendaires comme Antonio Oscari et Jeb Carey. Enzo a fait ses débuts avec Alfa à la course Targa Florio en 1920 où il a décroché la 2e place. Sa première victoire arrivera enfin 3 ans plus tard au Circuito d'Avio de 1923. C'est là qu'Enzo a rencontré la comtesse Palina Baracca, la mère d'un pilote héros de guerre italien nommé Francesco Baracca. Palina a encouragé Ferrari à adopter l'emblème du cheval cabré que son fils avait peint sur son avion pour porter chance sur ses voitures. Enzo a accepté sa suggestion avec gratitude, même s'il n'a commencé à utiliser cet emblème qu'après avoir créé sa propre équipe de course quelques années plus tard. Cet emblème iconique, le symbole, finirait par devenir synonyme de Ferrari lui-même. En courant pour Alfa Romeo, il réussit à convaincre l'équipe de recruter son vieil ami Ugo Sivocci, une décision qui profita énormément à l'équipe. Sivotti devint rapidement célèbre, remportant plusieurs courses majeures, notamment la Targa Florio de 1923. Tragiquement, seulement 4 mois après sa victoire, Sivacei mourut dans un accident lors d'un test du prototype P1 d'Alfa Romeo. Cet événement dévastateur toucha profondément Enzo, au point de le faire douter de sa carrière de pilote. À ce moment-là, son stress s'est encore amplifié quand, en 1925, le pilote vedette d'Alfa Romeo, Antonio Escari, est aussi mort dans un accident lors du Grand Prix de France. Malgré ses pertes, Enzo a continué à courir pendant les années qui ont suivi, mais il s'est peu à peu intéressé davantage à l'aspect organisationnel des courses. En dehors du sport automobile, il gérait déjà avec succès plusieurs concessions Alfa Romeo en Italie et s'était marié en 1923 avec une jeune femme nommée Laura Domenico Gello. En jonglant avec ses responsabilités perso, Ferrari a commencé à réduire sa participation aux courses. Il s'est désengagé pour se concentrer sur la gestion de la division course d'Alfa Romeo. Sa gestion a largement contribué au succès de l'équipe, notamment grâce à son recrutement d'ingénieurs talentueux comme Luigi Basi et Vittorio Jano. Sous leur expertise, Alfa Romeo a créé la P2, une voiture qui a dominé les courses de 1924 à 1930, remportant 14 grands prix et atteignant des vitesses de plus de 190 km/h. Ces succès ont placé Alfa Romeo aux côtés de Bugatti comme l'une des références majeures des grands prix de l'époque fin des années 1920. Mais Alfa et plusieurs autres constructeurs ont commencé à retirer leur argent des courses pour des raisons financières, ce qui a déçu pas mal de membres des équipes. Du coup, plusieurs pilotes ont décidé de monter leurs propres équipes et d'acheter leurs propres bagnoles pour courir aux côtés d'autres amateurs fortunés. Ce système, appelé Scuderia, est vite devenu à la mode en Italie. Il y avait juste un hic, beaucoup de ces Scuderia étaient gérés par des gens qui n'avaient ni sens de l'organisation ni vraie connaissance de l'auto. L'industrie causait plein d'incohérences sur la piste. Mais pour Enzo, c'était une occasion en or. Il savait exactement ce qu'il fallait pour qu'une équipe de course cartonne. Du coup, il a décidé de monter sa propre team de course, la Scuderia Ferrari. En 1929, à 32 ans, Enzo a fait l'équipe avec un groupe de passionnés fortunés pour créer la Scuderia Ferrari à Modène, en adoptant le cheval cabré offert par la comtesse Baracca comme logo de l'équipe. Même si la Scuderia Ferrari était une équipe indépendante, elle agissait comme la division course non officielle d'Alfa Romeo. Enzo avait obtenu un super accord avec Alfa, qui lui permettait d'acheter leur voiture en gros. En échange, il avait convaincu Alfa Romeo que toutes les pertes seraient mises sur le compte de la Scuderia Ferrari, tandis que toutes les victoires rejailliraient sur la réputation d'Alfa Romeo. Mais à la base, la Scuderia Ferrari, c'était juste pour permettre à des amateurs riches de participer au calendrier des courses en Italie. Sauf qu'en vrai, Enzo avait d'autres plans. Il voulait faire de sa Scuderia la meilleure équipe de course qui soit, un nom de premier plan dans le sport mécanique italien. Pour financer son projet, il a habilement obtenu un soutien financier et technique grâce à des partenariats avec des fournisseurs automobiles comme Pirelli pour les pneus, Shell pour le carburant et l'huile, et Bosch pour les bougies, en échange de visibilité sur les circuits.
Même si Enzo n'a pas été le premier à utiliser ce genre de sponsoring, il a beaucoup contribué à en faire une pratique incontournable, toujours essentielle dans la course aujourd'hui. Il a renforcé son équipe en plus en recrutant des pilotes légendaires comme Jeb Carey et Tazio Nuvolari. Dès leur première saison, Scuderia Ferrari a décroché 9 victoires sur 22 courses, ce qui est vraiment impressionnant. Au fil du temps, Ferrari a remporté des courses prestigieuses comme la Targa Florio, la Mille Miglia, et plein de grands prix dans les années 1930. À mesure que l'équipe grandissait, Scuderia Ferrari est vite devenue l'une des plus grandes et des plus performantes écuries de course en Europe. Enzo a continué sur sa lancée, et en janvier 1932, il a fêté la naissance de son premier fils Alfredo Dino Ferrari, marquant sa retraite complète de la course en tant que pilote. Cependant, des tensions sont apparues avec Alfa Romeo qui, en pleine difficulté financière, est devenue hésitante à continuer de fournir des voitures de haut niveau à l'équipe d'Enzo. De plus, l'arrivée des puissants constructeurs allemands comme Mercedes et Auto Union, soutenus par d'importants financements du gouvernement nazi, a commencé à dominer les grands prix dans les années 30, ce qui a entraîné une baisse des résultats pour la Scuderia Ferrari. Ce coup dur a conduit à la perte des pilotes clés qui sont partis pour des équipes mieux financées. Finalement, en 1937, Scuderia Ferrari a été rachetée et dissoute par Alfa Romeo, qui a déplacé les opérations de Modène à Milan et a créé une nouvelle équipe appelée Alfa Course, dans l'espoir de mieux rivaliser avec les Allemands. Enzo Ferrari a été mis à la tête d'Alfa Corse, mais il a eu du mal à suivre les moyens supérieurs des Allemands en ingénierie. Après 2 ans, Ferrari a été viré à cause de désaccords sur la direction de l'équipe, ce qui l'a laissé frustré. Trahi après avoir consacré 20 ans de sa vie à Alfa Romeo. Pour en rajouter une couche, Alfa lui a interdit d'utiliser son propre nom sur n'importe quelle voiture ou équipe pendant 4 ans. Malgré ce coup dur, Enzo savait que ses exploits étaient importants. La Scuderia Ferrari avait décroché 144 victoires en 225 courses et après sa dissolution, il avait reçu plus d'1 million de lire en récompense. Avec cet argent, Enzo s'est lancé pour réaliser son rêve et a enfin ouvert sa propre boîte d'automobile en 1939. Il ne se doutait pas que sa boîte allait bientôt le début d'un tout autre parcours. Après avoir quitté Alfa Romeo, Enzo Ferrari a fondé sa boîte d'auto à Modène en 1939, Auto Avio Costruzioni. Il a vite embauché des ingénieurs talentueux pour créer une voiture de course alliant vitesse et élégance. Le résultat, c'était la 815. 2 de ces bolides ont fait leur début au Grand Prix de Brescia en 1940, menant la course de façon impressionnante et établissant les meilleurs temps autour de leur catégorie. Malheureusement, des pannes mécaniques ont empêché les 2 voitures de finir la course. Sans que Enzo le sache encore. Ça allait être la première et unique course sous la contrainte de l'Auto Aio. Avec l'intensification de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie s'est alliée aux Allemands pour combattre les forces alliées, et la course automobile ainsi que la production de voitures de tourisme sont passées au second plan. À la place, la production de véhicules militaires et d'armement est devenue essentielle. Benito Mussolini a approché Enzo, lui demandant de fournir du matériel militaire, ce à quoi Ferrari a accepté. Il a déplacé son usine principale de Modène à Maranello, fabriquant en secret des équipements pour le régime de Mussolini allié aux nazis. Allemagne. Enzo était en fait un membre public du parti le plus rapide depuis 1934, apparaissant en uniforme lors de défilés et de cérémonies pour que tout le monde le voie. En réalité, Ferrari faisait ça surtout pour rester dans les bonnes grâces des puissants. Sinon, il lui aurait probablement confisqué ses affaires, ou pire, l'aurait éliminé. Curieusement, Ferrari entretenait aussi des liens secrets avec des groupes socialistes du nord de l'Italie, jouant sur les 2 tableaux du conflit, sûrement pour s'assurer de s'en sortir peu importe comment la guerre finirait. Résultat. Ce qui est sûr, c'est que Ferrari a bien profité de la guerre et son entreprise a beaucoup grandi en bossant pour l'armée. Par contre, son usine a subi des conséquences quand les Alliés l'ont bombardé 2 fois en 1944 et 1945. Après la défaite de l'Allemagne et la fin de la guerre, Enzo a dû prendre une décision cruciale. Malgré les énormes besoins de reconstruction en Italie, qui offrait de super opportunités dans l'industrie des machines utiles, Enzo a complètement abandonné cette voie. À la place, il a tout misé point en revenant à sa grande passion, la course. Il a recruté ses vieux potes et ingénieurs, Juano Colombo et Luigi Bassi, pour concevoir une voiture de course élégante et puissante. Et cette nouvelle bagnole serait la toute première à porter son nom, la Ferrari 125S. La Ferrari 125S était équipée d'un moteur sophistiqué V12 de 1,5 litres avec une vitesse de pointe impressionnante de 210 km/h. Ferrari a présenté sa nouvelle voiture au Circuito di Pinza en 1947, où elle a surclassé des rivaux comme Maserati,
BMW, et même Alfa Romeo. Mais à seulement 3 tours de la fin, le moteur a raté un coup, forçant son retrait. Malgré la défaite, Enzo est resté optimiste, qualifiant ça d'échec prometteur. 2 semaines plus tard, Ferrari a décroché sa première victoire au Grand Prix de Rome en 1947. Le mois suivant, la marque a enchaîné avec 2 autres victoires, et à la fin de l'année, Ferrari avait remporté 6 courses sur 14. Mais Enzo savait que pour continuer à courir, il lui fallait une source de revenus fiable, car la course coûte une fortune. Il a donc décidé de produire des voitures de sport de luxe sous la marque Ferrari et s'est associé à un ancien d'Alfa. Le coéquipier de Romeo, Luigi Kennedy, s'est chargé de commercialiser ces voitures en Amérique. Alors que l'Europe se remettait encore économiquement de la guerre, Kennedy a su vendre les Ferrari comme des objets de luxe à collectionner et a participé à des courses américaines prestigieuses comme les 500 miles d'Indianapolis et les 12 heures de Sebring, boostant ainsi la notoriété de Ferrari aux États-Unis. Mais il y avait une course à laquelle Kennedy voulait absolument participer, celle dont il savait qu'elle ferait un bien fou à Ferrari, les 24 heures des citrons. Il est allé voir Enzo pour lui demander 2 Ferrari et 8 mécaniciens pour la course, mais... À sa grande surprise, Enzo a refusé, convaincu que les voitures n'étaient pas prêtes pour un événement aussi exigeant. En plus, envoyer son équipe officielle risquait non seulement d'être une perte de temps et d'argent, mais aussi de leur donner une mauvaise image. À la place, il a suggéré à Luigi que s'il voulait vraiment une Ferrari pour les Le Mans, il pouvait toujours en acheter une et la conduire lui-même. Et c'est exactement ce que Luigi a fait. En 1949, Kennedy a surpris tout le monde, y compris Enzo, en participant aux 24 heures des Le Mans, et même plus encore quand il a gagné la course. Cette victoire monumentale a confirmé les capacités de Ferrari et a énormément boosté les ventes et la réputation tout au long des années 50. Les revenus en hausse ont permis à Enzo d'investir encore plus dans la course, dominant le Méglia pendant plusieurs années et remportant d'autres victoires importantes comme la Targa Florio, les 24 heures de Spa et encore à Le Mans en 1954 et 1958. Des modèles comme la Ferrari 166M et la 250 Testarossa sont vite devenus des stars grâce à leur performance et leur design élégant. Cela dit, ces modèles n'ont pas été créés par l'équipe Ferrari elle-même, mais par une carrosserie italienne appelée Pininfarina. Enzo avait passé un partenariat avec Pininfarina pour s'occuper spécifiquement du design de ses voitures de route, ce qui lui permettait de se concentrer uniquement sur ses opérations de course. Cette collaboration a tellement bien marché que Pininfarina a fini par dessiner presque tous les modèles Ferrari jusqu'en 2017, créant certains des bolides les plus iconiques, comme la Ferrari 250 GT California, la 308 GTB et la F12. Berlinetta. Alors que la demande pour ces voitures explosait, Enzo s'assurait aussi de ne produire qu'un nombre limité de véhicules chaque année. Comme ça, il réduisait l'offre et maintenait la demande au max, gardant ainsi l'exclusivité. Une stratégie que Ferrari utilise encore aujourd'hui. Mais en vrai, Enzo n'a jamais vraiment été intéressé par son business de voitures de série. Pour lui, c'était juste un moyen de financer sa passion pour la course, rien de plus. Pourtant, pendant que l'équipe de course Ferrari cartonnait sur les circuits, la vie perso d'Enzo, elle, partait en vrille. Tragiquement. Son fils Dino combattait depuis longtemps une forme rare de myopathie depuis qu'il était enfant, qui s'aggravait sévèrement au début de la vingtaine. Malgré les médecins qui disaient que c'était incurable, Enzo cherchait désespérément des solutions, déterminé à soutenir la survie de Dino. Ce dernier était tout aussi obsédé que son père et passionné par le génie mécanique, contribuant même au développement d'un moteur V6 65 degrés de 1,5 litres, un design qui sera ensuite adopté pour les futures voitures de course Ferrari. Malheureusement, Dino n'a jamais vu ce succès. De sa création parce qu'en juin 1956, il est décédé à seulement 24 ans. La mort de Dino a profondément bouleversé Enzo, et en vérité, il ne s'en est jamais vraiment remis. Ceux qui le connaissaient bien disaient qu'il n'était plus jamais le même après ça, devenant plus isolé et émotionnellement distant des autres. En hommage à son fils, il a commencé à porter des lunettes noires presque toute sa vie et aller visiter la tombe de Dino chaque matin avant le travail. Pourtant, ce ne serait pas la dernière fois que la mort bouleverserait sa vie. Dans les pays. Dans le monde des sports mécaniques, la tragédie était toujours une menace, et Enzo Ferrari s'apprêtait à faire face aux conséquences de ce que ça coûte de courir après la victoire à tout prix. À la moitié des années 50, la Scuderia Ferrari connaissait encore du succès, mais la concurrence commençait à évoluer. Les nouveaux rivaux britanniques Cooper et Lotus révolutionnaient la Formule 1 avec des moteurs placés au milieu, qui surpassaient les modèles traditionnels à moteur avant.
Même les puissants V12 et V6 de Ferrari se faisaient maintenant battre par des voitures plus petites et plus agiles. Pendant que la plupart des équipes s'étant rapidement adaptées à la tendance des moteurs moyens, Enzo restait obstinément fidèle à ses anciennes méthodes. Pour lui, la puissance brute était primordiale. Et il croyait toujours que ses pilotes pouvaient compenser le reste. Cette conviction allait avoir un coût terrible. La pression intense pour gagner, malgré des designs dépassés, rendait ses pilotes plus imprudents que jamais, entraînant plusieurs accidents mortels. L'un des plus tragiques eut lieu lors de la Mille Miglia 1957, une course de 1000 miles sur des routes publiques italiennes. Alfonso de Portago, un noble espagnol charismatique. Il roulait en Ferrari 335S à plus de 150 000 par heure quand un pneu a éclaté, provoquant un crash catastrophe qui a tué lui, son copilote, et 9 spectateurs, dont 5 enfants. En conséquence, Enzo Ferrari a été accusé de 11 chefs d'homicide involontaire. L'année suivante, 2 de ses jeunes pilotes les plus prometteurs, Luigi G. Musso et Peter Collins, sont aussi morts sur la piste pendant le championnat de F1 1958. À ce moment-là, Enzo était devenu l'un des hommes les plus détestés d'Italie, le pays qu'il avait pourtant aidé à faire briller dans le monde du sport auto, ce qui l'a profondément affecté. Perso, même l'Église s'est mêlée de l'affaire, accusant Ferrari de prendre des vies par négligence dans sa quête de gloire en course, le comparant au dieu romain Saturne, ce type qui bouffe ses propres gamins pour survivre. Sous la pression du Vatican, l'Italie a sérieusement envisagé d'interdire complètement les sports mécaniques, laissant les fans paralysés et furieux contre Ferrari. Finalement, c'est Ferrari lui-même qui a aidé à faire reculer cette décision. Enzo et son équipe juridique ont présenté une défense solide. Après une enquête approfondie, ils ont soutenu que la cause des accidents n'était pas la négligence de l'équipe, mais l'absence de règles de sécurité et la mauvaise infrastructure des circuits. À l'époque, les voitures couraient encore sur des routes publiques étroites, sans ceinture, sans barrière de protection, et quasiment sans aucune surveillance. Même si plusieurs membres de l'équipe avaient demandé aux organisateurs d'améliorer les normes de sécurité, leurs requêtes étaient rarement prises en compte. Au final, Ferrari avait raison. L'Église a innocenté Enzo de leurs accusations, et en 1961, le juge a finalement abandonné toutes les charges contre lui. Ça a failli tomber à l'eau. Pourtant, malgré les nombreux procès, la perte de pilotes clés et le coût qui explosait pour développer leur voiture de course, Ferrari avait réussi à rattraper ses concurrents et à remporter à la fois le championnat de Formule 1 et celui des voitures de sport en 1961. Mais en contrepartie, ils avaient vidé toutes leurs ressources. Les ventes de voitures Ferrari ne suffisaient plus à financer leur activité en course, et la boîte était maintenant au bord de la faillite. C'est à ce moment-là que Ford a décidé de rendre visite à Ferrari. Même si plusieurs membres de l'équipe avaient demandé aux organisateurs d'améliorer les normes de sécurité, leurs requêtes étaient rarement prises en compte. Au final, Ferrari avait raison. L'Église a innocenté Enzo de leurs accusations, et en 1961, le juge a finalement abandonné toutes les charges contre lui. Ça a failli tomber à l'eau. Pourtant, malgré les nombreux procès, la perte de pilotes clés et le coût qui explosait pour développer leur voiture de course, Ferrari avait réussi à rattraper ses concurrents et à remporter à la fois le championnat de Formule 1 et celui des voitures de sport en 1961. Mais en contrepartie, ils avaient vidé toutes leurs ressources. Les ventes de voitures Ferrari ne suffisaient plus à financer leur activité en course, et la boîte était maintenant au bord de la faillite. C'est à ce moment-là que Ford a décidé de rendre visite à Ferrari. Alors, les Ferrari étaient reconnues parce qu'elles étaient fabriquées à la main avec des matériaux de super qualité, mais le souci, c'est que ça coûtait beaucoup plus cher à produire. Bien sûr, Enzo les vendait avec un bénéfice, mais comme la plupart des acheteurs finançaient leurs voitures, Ferrari devait attendre plusieurs années pour récupérer son argent. Ça posait problème. Avec les dépenses en course qui explosaient, Ferrari a dû se retirer de certaines compétitions pour garder l'entreprise à flot. En 1963, Ford a fait une offre alléchante. Pour 18 millions de dollars, Ferrari devait céder 90% de sa production de voitures. Le business est 10% de la division course. Enzo, qui ne vendait qu'environ 500 voitures par an, a accepté. Mais à une condition, il garderait le contrôle total sur la Scuderia Ferrari. Cependant, juste avant la conclusion de l'accord, Ferrari a découvert une clause cachée. Il aurait besoin de la permission de Ford pour dépenser plus de 450 millions de dollars sur son activité course, ce qui équivaut à environ 8 millions aujourd'hui. Et ça, c'était hors de question pour lui. Explosant de rage, il a insulté tous les cadres de Ford dans un mélange d'italien cinglant.
y compris l'entreprise et son PDG, Henry Ford II, qui ont laissé tous les Américains présents sans voix. Ford était désormais obsédé par la revanche. Sa mission. Je veux les meilleurs ingénieurs, les meilleurs pilotes. Peu importe le prix. On va construire une voiture de course pour battre Ferrari à la course la plus prestigieuse du monde, les 24 heures du Mans. À l'époque, Ferrari dominait les 24 heures du Mans depuis des années et comptait bien gagner encore. Alors Ford n'a pas perdu de temps à recruter des ingénieurs et à dépenser sans compter plus de 25 millions de dollars pour développer une voiture. Ça aurait pu détruire Ferrari. Le résultat, c'est la Ford GT40, une bête de course affûtée avec un V8 brutal capable de dépasser les 260 km/h. Mais au début, la GT40 avait un gros problème, la fiabilité. Aucune des Ford engagées aux 24 heures du Mans en 1964 et 1965 n'a réussi à finir la course, toutes tombant en panne mécanique. C'était une vraie humiliation pour Ford, d'autant plus qu'il voyait Ferrari gagner les 2 années. Mais en 1966, après plein d'améliorations, la GT40 a enfin percé. Pas seulement. Est-ce que ça a battu Ferrari? Non, ça a carrément dominé la course, décrochant la première, la deuxième et la troisième place dans un incroyable classement 1-2-3. Pendant les 3 années qui ont suivi, Ford a continué à gagner les 24 heures du Mans et d'autres grandes courses, faisant de la GT40 l'une des voitures d'endurance les plus réussies de l'histoire. De son côté, Ferrari n'a plus jamais gagné aux 24 heures du Mans pendant 60 ans. À ce moment-là, Enzo commençait à vieillir sérieusement. À 70 ans, il avait de gros soucis de reins, ce qui l'obligeait à s'éloigner un peu plus du boulot. Sa santé déclinant et la boitant. Face à la tourmente financière, il a décidé de vendre une partie de l'entreprise pour s'assurer que Ferrari perdure après lui. Ainsi, en 1969, Scuderia Ferrari a cédé 50% de ses parts au plus grand constructeur automobile italien, Fiat, à condition qu'Enzo garde le contrôle total de l'équipe de course. Au fil des années, cette part est montée jusqu'à 90%. Grâce au soutien de Fiat, Ferrari a boosté sa production de voitures de route et s'est stabilisé financièrement, ce qui a permis à Enzo de couvrir enfin ses frais de course, du moins pour un temps. Pendant ce temps, la compétition en course devenait de plus en plus intense, et la lenteur d'Enzo à adopter les nouvelles idées aérodynamiques a empêché son équipe de remporter le championnat de F1 pendant des années. Mais pendant que Ferrari galérait sur les circuits, un nouveau membre a rejoint l'équipe, quelqu'un qui non seulement ramènerait Ferrari au sommet, mais qui transformerait complètement la boîte en ce qu'on connaît aujourd'hui. En 1974, Enzo a nommé son assistant de 26 ans, Luca Di Montezemolo, directeur de l'équipe Scuderia Ferrari. Montezemolo on reconnaissait que le style de management autoritaire d'Enzo causait souvent des tensions dans l'équipe, ce qui menait à un manque de direction. Du coup, Luca a tout de suite restructuré l'équipe, embauché des figures clés comme le pilote autrichien Niki Lauda, et bossé en étroite collaboration avec l'ingénieur en chef Mauro Foretti pour développer une nouvelle génération de voitures de course, la série 312T. La 312T avait une boîte de vitesse révolutionnaire montée transversalement, placée devant l'essieu arrière. Ça a énormément amélioré l'agilité et la réactivité de la voiture grâce à une meilleure répartition des poids. Distribution. Et associé à un puissant moteur flat 12, Ferrari redevenait un vrai prétendant sur les circuits. La série 312T a remporté 27 grands prix, décrochant 4 championnats des constructeurs et 3 titres pilotes, ce qui en fait l'un des designs les plus réussis de l'histoire de la F1. Il était clair que le leadership de Monteolo était crucial pour le succès de Ferrari. Mais malheureusement, son passage a été bref puisqu'il a quitté l'équipe en 1977 pour d'autres missions chez Fiat. Après son départ, les années 80 ont été dures pour Ferrari. McLaren et Williams régnaient en maître en F1, et la boîte galérait aussi sur le marché à cause de la récession mondiale et de la concurrence accrue des autres marques de voitures de luxe. En même temps, Enzo vieillissait et sa santé déclinait sévèrement. Malgré tout, il bossait comme un fou, prêt à tout pour retrouver le succès sur les circuits. Mais en 1988, son état s'est aggravé, le clouant au lit. Quelques semaines plus tard, Enzo est décédé dans sa ville natale de Modena à 90 ans. Après sa mort, l'héritage de la boîte est revenu à son deuxième fils et seul survivant, Piero, né d'une liaison qu'Enzo avait eue pendant la Seconde Guerre mondiale. Même si Piero a hérité de 10% des parts de la société, il n'a jamais voulu prendre la tête de Ferrari, pensant qu'il serait impossible d'égaler la légende de son père. Il a préféré bosser dans l'ombre, jouant un rôle de soutien comme vice-président. Pendant ce temps, Ferrari continuait de galérer,
s'enfonçant de plus en plus dans les dettes. Enfin, en 1991, ils ont décidé de rappeler le gars qui les avait sauvés autrefois. Cette fois, c'était pour en faire le président et PDG, Luca de Montazolo. Sous la direction de Luca, ils ont massivement investi pour rajeunir la gamme de voitures de sport Ferrari et ont recruté des personnes clés qui ont aidé à redonner au team son succès en course, avec le légendaire pilote Michael Schumacher qui a remporté 5 titres pilotes consécutifs entre 2000 et 2004. Montazolo a aussi étendu la marque Ferrari au-delà de la course, en licenciant du Merchand. Des produits lifestyle qui ont apporté un revenu important et boosté la visibilité de la marque. Sous sa direction, l'entreprise est sortie de ses dettes et s'est transformée en un constructeur de voitures de sport rentable. Un exploit qu'elle peinait à réaliser depuis ses débuts. Cependant, des problèmes liés à la prise de décision, combinés à l'implication croissante de Montealo en dehors de Ferrari, ont conduit à son licenciement en 2014. Malgré ça, Ferrari a continué à croître en vente et en volume, avant d'être finalement séparé de sa maison mère. Fiat deviendra une société indépendante cotée en bourse en 2016. Cette décision a fait de Ferrari l'une des entreprises les plus valorisées au monde, avec une capitalisation boursière qui a dépassé les 80 milliards de dollars ces dernières années. Aujourd'hui, Ferrari continue de s'étendre dans la mode et le luxe, mais reste avant tout concentré sur la course, restant la plus ancienne et la plus victorieuse des équipes de Formule 1 de l'histoire. Un vrai hommage à l'homme qui n'a jamais rien lâché pour réaliser son rêve. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, Histoire, lâche un like, laisse un commentaire et abonne-toi pour la suite. Prends soin de toi, et à la prochaine.